Dr Ngoy Moutamba, vous êtes le coordonnateur général de la Société civile de la République démocratique du Congo, président de la coordination des ONG, des droits de l'homme, de la synergie Congo Culture et Développement, coordonnateur national de l'Alliance des forces sociales AEC. Bonjour. Bonjour. Chez vous, actualité croisée, première question, la situation sécuritaire à l'est du pays demeure plus que préoccupante, avec le territoire qui sont occupés par la force négative. Aujourd'hui, on nous parle des Minova. Pourquoi cette avancée des forces négatives aussi longtemps? L'armée congolaise se consolide de plus en plus. Très bien. Je crois que tous les Congolais savent que la plus grande faiblesse de notre armée, c'est l'infiltration, qui constitue un des atouts de l'armée rwandaise et ses supplétifs que sont les M23 et autres. Il y a eu 2 ou 3 vagues à travers lesquelles je peux préciser que c'est pendant le règne de M. Kabila qu'il y a eu de semblants de négociations ou d'arrangements, mais qui en réalité n'ont consisté que à prendre les militaires de nationalité rwandaise, de les infiltrer à travers les brassages et les mixages au sein de notre armée. Et comme ils ont cette capacité-là de s'y diluer et surtout de faire croire à travers leur propension à montrer que malgré tout ce qui se raconte sur eux, écoutez, ils sont disposés ou ils sont prêts à défendre corps et âme la patrie congolaise à laquelle ils appartiennent, parce qu'ils nous font croire qu'ils sont des Congolais. Et cela a fait que, malgré l'exercice d'extirpation de toutes ces forces-là, de nos forces armées, il y a toujours des résidus qui restent. Et si Minova est tombé, c'est parce qu'il y a un des leurs, un infiltré, qui a réussi à échapper aux mailles, mais qui s'est retrouvé en position utile pour les rebelles à Minova, et qui a sacrifié ses compagnons d'armes pour servir sa patrie d'origine, sa patrie mère, qui se trouve être le Rwanda. Alors, il a encore trahi au moment où on s'attendait le moins possible. Et il a livré Minova à l'ennemi en passant de l'autre côté. Et moi, je pense que, encore une fois, je reviens sur ce que j'ai toujours dit. J'ai toujours demandé au président de la République de créer cette force-là, homogène. Bien sûr, il y a la force spéciale qui fait très bien son travail sur le terrain. Bien sûr, les FARDC sont réellement montés en puissance. Ça, c'est indéniable. Mais la seule faiblesse, c'est le fait que on n'est pas parvenu à former cette force-là. On peut l'appeler une unité d'élite, on peut l'appeler tout ce qu'on veut. Du point de vue du gouvernement, j'avais même suggéré qu'on crée un ministère en charge de la guerre. Et ce ministère aurait pour particularité de gérer que la guerre, avec pour acteurs des éléments très sûrs, aguerris bien sûr, et qu'on puisse lui doter du matériel approprié. Le Rwanda en soi n'est pas une foudre de guerre. Lorsqu'on voit le classement du Rwanda sur l'échelle des armées africaines, il se trouve en bas là. Et c'est ça la réalité, ça sa véritable place. Mais il doit ses performances
par-ci, par-là, à l'infiltration qu'il a réussi à opérer au sein de nos forces armées. Il doit ses performances à la perfidie et à la roublardise d'une grande partie ou d'une certaine classe politique congolaise qui lui sert d'informateur, qui lui sert de support ou de tremplin, surtout au moment où on s'y attend le moins possible. C'est ce qui s'est passé à Minova. Et là, nous interpellons quand même le président de la République. Nous avions conseillé, à défaut de créer tout un ministère de guerre, à défaut de créer toute une unité qui est constituée que des hommes sûrs, c'est-à-dire, on n'en veut pas aux Rwandais, ce sont des amis, voire même des frères. Et on doit se dire, même eux aussi doivent comprendre, que devant l'impossibilité de lire ce que chacun a ou fulmine dans sa tête, devant l'incapacité de traduire le reflet de leur cœur en réalité, alors on devrait d'abord les mettre tous de côté. Dire vous êtes bien des frères et tout ça, pour l'intérêt de tous, l'intérêt de la nation congolaise, l'intérêt de tous les Congolais, et même leur propre intérêt. Bon, on vous met d'abord de côté, on nomme des personnes dont on est sûr, des personnes d'une probité, à toute épreuve. On les nomme à des postes de commandement. Une fois qu'on aura gagné la guerre, il n'y aura plus aucun danger. Une fois que, parce qu'après la guerre, notre armée va encore mieux se réorganiser avec des services de renseignement dignes et tout le reste, on sera capable de prendre en charge tout le monde et de comprendre quiconque ou de déceler quiconque entreprendrait de trahir. Mais pour l'instant, on devrait d'abord éviter tous ces frères-là. Parce que lorsqu'on dit non tel, en tout cas, il a atteint un niveau où l'on considère qu'il ne peut pas trahir, mais le fait qu'il vient de cette origine-là, s'il se réveille un matin, après avoir fait un rêve qui le rappelle que, écoutez, tu es Rwandais, et le matin, il se réveille, il dit, bon, moi, je tourne le fusil contre les FARDC. Il le fait comme à Minova, comme ça s'est passé, c'est pendant Minova, il y a 48 heures. Donc, on sera toujours surpris et on continuera à exposer nos vaillants militaires, nos vaillants Wazalendo. Alors, pour l'instant, il faut d'abord décréter cette opération-là. Et qui choisit, qui indique, parce que le président, oui, il est le commandant suprême. Mais il a quand même certains conseillers qui lui disent que voilà, tel peut mieux servir à un endroit. Il faudrait que, dorénavant, lorsque un conseiller, qu'il soit membre de la maison militaire ou qu'il a, pointe un acteur pour dire que celui-là peut bien faire ce travail-là, mais il faut que ce conseiller réponde des résultats, qui répondent de ce ou du comportement de celui qui l'a désigné. C'est-à-dire, si tu dis au président, et voilà en tout cas, moi je peux jurer sur la tombe de ma mère, que ce monsieur ici, ce général ici, ce colonel ici, il ne peut pas nous trahir. Il va rendre leur service à la nation. Eh bien, que ça soit noté quelque part que tel général, positionnant à tel poste au niveau du commandement, répond ou a été présenté par tel conseiller qui répondrait en cas de problème. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on lui donne des conseils, on lui indique, on lui propose des gens. Et ces gens-là, quand ils trahissent, on se limite à dire que voilà, ils ont trahi. Mais ils ont été propulsés d'abord par des gens. Mais il faut remonter à ces gens-là qui les ont positionnés à cet endroit-là. Parce que ces gens peuvent toujours continuer à perpétrer les mêmes
la même besogne, en conseiller encore d'autres, parce qu'il y a maintenant des trahisons à répétition. Mais il faut qu'on sorte de ce cycle-là. Excellence, Monsieur le Président. Nous devons sortir de ce cycle-là. Alors pourquoi la RDC ne s'est pas infiltrée l'armée rwandaise? Ce n'est pas dans nos habitudes. Ce n'est pas notre propension à occuper le Rwanda. Ce n'est pas dans notre culture. Les Tutsis, de par leur nature, c'est des prédateurs. Tutsi, en langue africaine, possède des mouti, michi, arbres. De par leur morphologie, ils sont filiformes. C'est comme des bâtons. Miti. Ils sont filiformes. Et très souvent, pour tenir de longues distances, parce qu'ils ce sont des éleveurs, ils sont dans la pastorale. Aussi bien pour guider les troupeaux ou tout ça, ils utilisent toujours des bâtons. Et même ont la forme des bâtons. Et c'est des gens, sur le plan culturel, ils ne partagent pas les mêmes valeurs que nous. La plus grande valeur que les Bantous, nous partageons, où nous nourrissons, c'est la sacralité de la vie humaine. La sacralité de la vie, la sacralité de l'être humain. Pour eux, la vie, l'être humain n'est pas sacré. Ce qui est sacré pour eux, c'est le matériel. Une vache vaut plus qu'un être humain. Lorsqu'il perd une vache, il organise un deuil. Tout le village est informé, en tout cas, il est éploré totalement. Mais quand il perd un membre de famille, écoutez, son temps est arrivé, il devait partir, on l'ensevile, on l'enterre et puis on oublie. On passe à autre chose. C'est ça leur culture. Et vous comprendrez que des gens à une telle culture sont très matérialistes. Et surtout lorsqu'ils se trouvent voisins d'un pays comme le Congo, très nanti en ressources de tout genre, eh bien, ils ne dorment pas. Ils ne dorment pas, c'est-à-dire à tout moment, ils sont en train de faire des calculs, des montages, des combinaisons. Ils sont en train de courir le monde, en train de chercher avec qui composer pour arriver à dévaliser le Congo. C'est ça leur culture. Ils sont différents des Hutus. Les Hutus, là, c'est-à-dire les Bantous, qui sont aussi au Rwanda là-bas, et qui sont d'ailleurs majoritaires. Et si on s'en tenait aux considérations, au sacro-saint principe d'une personne, une voix, je pense que Kagame ne dirigeait pas le Rwanda. Mais ils ont décimé le Hutu. L'histoire enseigne qu'ils se sont servis de ce soi-disant génocide-là pour écarter les Hutus du pouvoir, ou même de leur participation à la démocratie étriquée, parce qu'ils organisent quand même des élections, mais que Kagame il gagne à 99, oui, allez-y comprendre. Et nous sommes en face d'un État atypique. D'un État atypique. Des personnes à une culture atypique. Parce que nous, lorsque nous disons, nous, Congolais, et c'est le cas un peu partout à travers l'Afrique, vous trouverez des gens qu'on appelle les Bantous. Et lorsqu'on dit chez nous, on dit à Azamout. Tout de suite, vous comprenez, vous traduisez que non, c'est qu'un homme, d'abord, il est sensible à la douleur de l'autre. L'humanisme est dedans. Il respecte les droits des autres. Il est sensible à la douleur des autres.
Ça traduit tout. Mais lorsque quelqu'un n'est pas Muntu, Azan Mouchi, donc Azan Zété, comprenez qu'il n'a pas de cœur. Il est sans âme. Il est sans âme. Pour lui, tuer, c'est un fait banal. Raison pour laquelle il a entassé une montagne de crânes humains. Et il se servait de ça, il exhibait ça à tout visiteur qui viendrait. Et ces visiteurs-là, c'est des gens qui sont imbus de la culture bantoue. Qui ont la compassion. Qui ont la compassion. Imaginez quand vous arrivez en visite là-bas, on vous met devant une montagne de crânes, mais vous frémissez. Vous frémissez et puis on vous dit, voilà, on nous a tués. C'est comme ça qu'on nous a exterminés. Voilà, juste un indicateur. Et c'est ainsi qu'il a pu appâter la plupart des décideurs, avec comme fond de commerce le génocide, et ça lui a profité jusqu'à aujourd'hui. Alors, M. Pessia, une autre question, si nous courons derrière le temps. Le président de la République aujourd'hui, après avoir prêté serment du second mandat, est sorti de son silence pour dire plus jamais ne sera comme avant, les erreurs du passé ne seront plus répétées. Du 20 janvier au 20 janvier, du 20 décembre au 20 janvier, je crois qu'une année, 20 janvier, une année déjà à la tête de la République du Congo pour le second mandat. Est-ce que nous sommes entrés dans une bonne danse, peu importe la guerre? Quelles sont les projections que vous avez vu le président de la République mettre en danse et puis marcher après avoir nommé une première ministre femme? C'est là, est une première dans l'histoire de la République démocratique du Congo. Quels sont les efforts déjà consentis pendant ces une année et comment présage l'avenir? Oui, moi je vais être direct. Le président de la République, à l'entame de ce mandat, son deuxième mandat, il s'était fixé lui-même des objectifs. Avec au tableau de bord, 1, la création d'emplois pour les jeunes. 2, la stabilisation du taux d'échange. 3, la sécurité des populations. 4, la diversification de l'économie. 5, il avait pris l'option, levé l'option de garantir plus d'accès aux services de base. Et 6, le renforcement de l'efficacité de services publics. Les deux derniers points-là, garantir l'accès aux services de base et renforcer l'efficacité des services publics, oui, à travers ce mandat, il s'y est appliqué. Nous voyons qu'il y a eu beaucoup de nouvelles unités au niveau de la fonction publique qui sont réellement agréées. Et il y a aujourd'hui la maîtrise même de la masse des travailleurs au niveau de la fonction publique. Là, je salue le travail que tout le monde félicite d'ailleurs, de son Excellence Liaou. Oui. Au-delà de ça, il y a la sécurité des populations. Nous venons de parler de la guerre de l'Est, où nous sommes partis avec un plan d'haleine, avec du plan d'haleine, ou pour ne dire une grosse épine sous les pieds. C'est cette guerre qui nous est imposée. Et le Rwanda n'est pas seul. Derrière le Rwanda, il y a des grandes multinationales et qui lui fournissent des armes très sophistiquées. Oui, il y a une campagne que le président a menée au niveau international qui a coupé de l'herbe sous les pieds de Kagame. Aujourd'hui, il est devenu dingue. Si vous le suivez dans toutes ses dernières productions, vous trouverez que c'est quelqu'un paumé. Donc, il ne sait plus à quel sens se vouer. Et il le dit même clairement que voilà, le président Félix est parvenu à convaincre la plupart des puissances et tout ça.
les amenant à faire une lecture erronée de la guerre, selon lui. Ce sont les indicateurs. Notre armée est montée également en puissance. Aujourd'hui, il y a un très bon conditionnement des militaires au front et qui pousse maintenant Kagame à recourir à sa réserve. Sa réserve, c'est tous ces Rwandais-là qui sont tapis dans notre système de défense, qui se dévoilent maintenant. Mais moi, je peux vous assurer qu'ils ne sont plus nombreux. Je peux vous rassurer que, c'est dommage, mais chaque fois qu'on avance, il y a toujours des petits pots de bananes et qui nous permettent ou qui permettent à notre armée de s'aguerrir encore davantage. Donc, l'espoir est permis. L'espoir est permis. Alors, dernière question, vous avez sans doute appris... Et ça, c'est sans parler des infrastructures. Okay. On ne passe pas un mois sans qu'il inaugure ou qu'il coupe le ruban d'une nouvelle bâtisse, d'une nouvelle route et tout ça. Donc, ça, on ne peut même pas en parler. Pour une année, je vois qu'il est l'élan est bon. Et sans parler de l'emploi des jeunes. Il a créé beaucoup de structures qui s'attellent à ça. Bien sûr, les résultats, on ne peut pas les palper au bout d'une année, mais je pense que nous sommes sur le monde lancé. La stabilisation de la monnaie. On sent que la maîtrise du franc congolais face à d'autres monnaies est manifeste. Bien sûr, nous devons reconnaître aussi que la guerre ici exige beaucoup de moyens. L'acquisition des armes, le conditionnement de notre armée, qui est évalué à plusieurs milliers maintenant de combattants, et on continue à enrôler. Ça demande une formation, ça demande un conditionnement, et ça demande beaucoup d'argent. Et le président est chaque fois amené à établir cet équilibre-là, ou à établir des choix, des fois, qui sont très compliqués. Choisir entre le social et la guerre. Oui, il peut investir dans le social, mais perdre la guerre, c'est encore très mauvais. Donc, il est écartelé entre ces deux options-là, mais Dieu merci, il s'en sort tête haute. PCA, peut-être une dernière question. Vous avez sans doute appris le projet du pont route-oreille entre Kinshasa et Matadi, entre Kinshasa et Congo-Brazzaville. Vous étant de CVM, comment avez-vous accueilli cette nouvelle? Vous êtes favorable à cela? Aujourd'hui, lorsqu'on fait une projection, où on jette un regard exploratif de notre économie, on a l'impression que nous dépendons plus de l'extérieur. Tout doit venir ou devrait venir de l'extérieur. Et à ce moment-là, les ports d'entrée ou les voies d'entrée revêtent d'une importance capitale. Ce qui est normal. Mais lorsque nous entreprenons à devenir un pays producteur, je vois ce qui est fait à Maluku là-bas, le pays va produire. Et si nous n'avons qu'une seule voie à ce moment-là, parce qu'on doit renverser maintenant le sens de l'expansion. Si nous n'avons qu'une seule porte de sortie, tout ce qu'on va produire à Maluku là-bas, on sera obligé de prendre la voie du Congo central, ou sortir par Mwanda ou par Matadi, ça deviendra lourd pour toutes ces entreprises. L'entrée, oui, ça vient, oui, ça doit passer, arriver jusqu'ici, ça deviendra lourd. Moi, je pense que si nous inaugurons ces ports ici, nous serons en mesure d'exporter déjà, à partir de Kinshasa ici, ce qui est produit à Maluku sort directement
on diminue le temps que ça prendrait pour sortir. Et nous savons que derrière Brazzaville, il y a Pointe-Noire, ça peut déjà partir. Mais nous, au moins, nous aurons exporté. Nous aurons exporté, c'est très avantageux. Nous l'aurons fait avec rapidité. Si nous savons que nous occupons juste du conditionnement du bœuf maritime pour les entrées et sorties, oui, on ne peut pas être égoïste pour dire parce que nous devons survivre, qu'il n'y ait pas d'autres voies de sortie, qu'il n'y ait pas d'autres facilités par rapport à l'évolution ou à la capacité de production ou d'exportation de notre pays. Là, on serait égoïste. Moi, je pense que ça ne nous inquiète en rien, tant que, de l'autre côté, concomitamment, il y a l'érection du port en eau profonde, le Banana, qui n'est pas suspendu, qui va évoluer. L'objectif ou la vocation du Congo, il faudrait qu'il devienne une plaque tournante. Une plaque tournante au cœur de l'Afrique, où il y aura des mouvements dans tous les sens, entrée, sortie, et ainsi de suite. Et le Congo, à chaque mouvement, va toujours tirer un bénéfice. C'est ce qui est plus important. Merci, M. Pessier, de nous avoir accordé cette interview. Nous comptons vous revoir dans une prochaine émission. C'est moi qui vous remercie.